Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Voilà. Donc, je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Sachez que à chaque fois qu'on poste des histoires, ceux qui envoient des histoires là lisent les commentaires. Donc, si vous avez un truc à passer, un message à communiquer à ces intervenants là, faites-le dans les commentaires, genre H3 pour dire histoire numéro 3, je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. H4, histoire numéro 4, il faut faire ci, il faut faire ça. Merci beaucoup. Donc, écoutons les histoires. Première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Femme fétichée par son mari. Cette histoire se déroule dans certaines villes des régions du centre et du sud Cameroun. C'est l'histoire d'une femme qui avait été fétichée par son mari, mais qui ignorait tout de ça. Elle était une ressortissante de l'Est Cameroun et son mari de l'Ouest Cameroun. Son mari, qui était donc un forestier et qui passait la plupart de son temps en forêt pendant des mois, plusieurs mois, voire pendant toute une année, avait déjà une première femme avec qui il allait en forêt. Mais il a donc pris la seconde femme qui était encore bien jeune par rapport à sa première femme qui ne donnait pas d'enfants. Et c'est donc ainsi qu'il a commencé à faire des enfants avec sa seconde femme. Et il ne pouvait donc pas marcher avec toute sa famille dans ces différents chantiers forestiers. Donc il a donc décidé de s'acheter une parcelle de terrain dans Yaoundé. Il a construit et il a donc mis sa femme là-bas ainsi que ses enfants pour qu'ils puissent vivre pendant ces moments d'absence, quoi. Donc la femme alors, qui est aussi jeune, belle, brune, ne pouvait pas rester seule comme ça. Voilà donc un ami, parce qu'une connaissance quoi, qui se lance donc. Il part donc faire la cour à cette femme-là. Ils commencent à fonctionner ensemble. Ils fonctionnent ensemble de Yaoundé. Ils vont des week-ends, faire des week-ends de fois dans le sud de Cameroun, ainsi de suite. Ils ont géré comme ça derrière pendant plus de 10 à 12 ans. Mais, chose curieuse, chose qui avait commencé à étonner mon ami, qui me faisait le compte rendu à chaque fois de leur relation, il a commencé à être malade. Être malade, physiquement il est debout, mais je vous assure qu'il est malade, de chez malade. Parce qu'en réalité, ici, sur la terre, il y a des maladies qui sont pires que certaines dont on croit. Franchement. Des maladies qui sont vraiment pires, que vous préférez de fois la mort que de vivre avec ces genres de maladies, franchement. On va citer le VIH. Le VIH, c'est une maladie. Oui, le VIH, c'est une maladie. On peut vivre avec le VIH. On va citer telle chose, telle autre maladie sexuellement transmissible, telle maladie sexuellement transmissible. Mais je vais vous dire de quelle maladie il est question, parce que quand vous êtes frappé par ce qu'on appelle les hémorroïdes, franchement, si quelqu'un a eu ce qu'on appelle l'hémorroïde, allez taper sur le net, vous allez voir à quoi ressemble l'hémorroïde. Donc l'hémorroïde chronique. Donc au fil du temps, ça a commencé doucement chez mon ami. Il a commencé à développer ces maladies-là tout doucement et après, c'est devenu donc chronique. Et voilà donc par la suite, il était toujours en train de fonctionner avec la femme. Mais chose curieuse, comme il quittait la ville de Yaoundé pour se rendre dans celle du sud, à une ville du sud, il était toujours là. Donc quand il est dans la ville, quand il est loin de la ville où se trouve la femme, tout va bien. Ce qu'il avait remarqué, tout va bien. Mais à chaque fois qu'il se donne rendez-vous avec la femme, il se retrouve quelque part dans les ébats, en passant à l'acte, il fait ceci, cela. C'est là où ça n'allait plus. Dès que la femme peut-être le laissait, il va passer peut-être un mois comme ça de maladies intenses, d'hémorroïdes chroniques. Il a donc marché dans ça longtemps, chercher à se traiter. Aller à l'indigène, aller à l'hôpital, machin, tout ces montées descendues, tout ce qu'on faisait
c'était en vain. Donc ça calmait tout juste un peu. Après, ça reprenait de belle. Deux fois, il était comme ça que la douleur n'était pas à tolérer, que franchement, il me faisait pitié. Franchement, il me faisait pitié, qu'il me disait souvent qu'il pouvait déjà mourir. C'est moi alors maintenant, un jour, pendant que nous sommes assis, il me dit ceci, il fait la remarque, puisqu'il a invité la femme en question, une fois au sud, il invite la femme. Ils finissent de faire ce qu'ils ont à faire. Mais avant que la femme ne vienne, tout allait bien. Il avait fait un moment où il était un peu bien, il était un peu bien portant. Mais dès qu'il a invité la femme, ils sont allés faire leur soirée, ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, comme d'habitude. La femme est rentrée sur Yaoundé. Il est donc resté là maintenant, développer la maladie d'un niveau que c'était incompréhensif. On a donc commencé à regarder tout ce qui pouvait bien avoir eu à faire aux années antérieures, puisque en réalité les hémorroïdes ne sont pas, les hémorroïdes ne sont pas des maladies, ou bien ce n'est pas une maladie qui émane trop du physique. La plupart du temps, ça émane du spirituel, voire du mystique. Parce que la Bible même fait comprendre ça dans certains passages où Dieu dit je frapperai ton peuple d'hémorroïdes et consorts. Je crois bien. Il y a un passage de la sorte dans la Sainte Bible. Voilà donc, on se met donc là, comme je disais tantôt, à réfléchir ce qui peut bien être à l'origine de cette maladie vraiment abominable là. Et je dis à mon ami, à ma connaissance, de rompre, de laisser, d'abandonner la relation avec la femme en question. Ça n'a pas d'abord été facile. Il a essayé. Bon, comme ils étaient là trop liés avec la femme était là trop liée. Jusqu'à ce que même les enfants de la femme savaient déjà que c'est lui le second papa. Je vous dis une vérité. Les enfants de la femme savaient déjà que c'est lui le second papa. De telle sorte que des fois, elle venait même là pour se balader dans certaines villes du sud. Elle venait avec ses enfants et ses enfants voyaient. Et ses enfants voyaient ce monsieur-là. Bien que ce n'était pas trop bien, mais c'était déjà comme ça. Donc la femme ne cachait plus trop la relation, sans savoir que son mari l'a fétiché et son mari a mis des choses sur elle de telle sorte que l'homme qui va aller avec elle subit seulement le mauvais sort jusqu'à ce qu'il se rende compte et il abandonne. Bon, je peux aussi dire que c'est bien parce que ce que son mari a fait sur elle, c'est bien comme ce n'est pas bien. Parce qu'il y a d'autres, je vais dire c'est bien dans le sens où il y a d'autres qui font peut-être que dès que tu pars avec sa femme, vous calez comme des chiens et on vient vous trouver là. Mais il y a d'autres encore qui font de telle sorte que peut-être tu vas même trouver la mort, puisque c'est une relation qui a duré plus de 10 ans. Donc si l'homme allait mourir, il allait mourir depuis. Mais c'était ces hémorroïdes-là qui le frappaient simplement pour que simplement il comprenne et il laisse tomber la femme d'autrui. C'est ça qu'on vous dit, la femme d'autrui n'est pas bien. Les femmes des gens ne sont pas bien à chercher. La femme d'autrui ne doit même pas passer dans votre tête à chercher. Donc c'est une leçon que j'ai eue dans cette histoire-là. Voilà donc, il a donc essayé de comprendre mes conseils et de les mettre finalement en pratique. Et depuis qu'il a donc rompu avec la femme, il a donc fait comprendre à la femme que là où tu vois, je crois que tu as été fétiché par son mari. Parce qu'il a parlé, ils sont assis, il a parlé d'après ce qu'il m'avait dit plus tard. Tu as été fétiché par ton mari parce que voilà, à chaque fois qu'on passe des bons moments et que tu prends congé, moi je reste là, je fais une maladie. Mais il n'a pas dit à la femme de qu'elle m'a dit ça, il a seulement fait comprendre à la femme que j'ai fait une maladie grave et chronique qui peut me coûter la vie un jour. Donc je trouve mieux qu'on essaie d'abord de prendre nos distances pour ne pas que le pire arrive. Va bien chercher, va bien te renseigner, ton mari a travaillé sur toi. C'est donc ainsi alors que il avait donc laissé la relation. Et aujourd'hui, je vous assure que ça fait près d'1 an, 2 ans qu'il a laissé la relation et il se porte parfaitement bien. Parfaitement bien. La maladie dont il avait cherché à traiter dans les hôpitaux, à l'indigène, qui n'arrivait pas à partir, qui n'arrivait pas à trouver guérison. Aujourd'hui, cette maladie, un bon matin, il s'est levé tout simplement, la maladie avait complètement disparu. Donc, famille DMG, l'adultère n'est pas une bonne chose, voire respectons les 10 commandements de la Bible dont Moïse nous a appris par Dieu. C'était l'histoire qui était partagée avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul Guéry de Dieu depuis la ville de Kribo au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être meilleur est animé pour les deux mondes parasites, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Bonjour toute la famille DMG. DMG, je viens raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. En 2022,
j'étais candidat aux élections locales. Quand on est candidat à une élection publique et politique, il faut être gentil avec les gens. Et donc, je m'étais évertué à être gentil avec tout le monde, et surtout mes voisins les plus immédiats. Il s'est trouvé qu'en face de moi, il y avait un monsieur, un papa, largement plus âgé que moi, qui m'aimait énormément. En apparence, bien sûr. Et donc, chaque matin, quand je me réveillais, je sortais de la parcelle et tout. Il était la première personne à me saluer. Et donc, il ne me laissait pas passer sans me saluer. Quelque temps après, au moins 2 mois après les élections, je dormais. J'ai fait un rêve lucide. Je suis pratiquement sorti de mon corps et j'ai constaté que il y avait un chien qui me regardait. Un petit chien, hein, un chien adulte mais de petite taille. Et quand j'ai regardé le chien, j'ai senti que le chien a reculé un peu. Je me suis avancé vers le chien. Le chien est sorti de la chambre pour aller au salon. Et quand je suis sorti au salon, j'ai vu qu'il y avait 7 chiens. Et ces chiens-là étaient alignés. Dans cet état-là, j'avais pas trop peur aussi. Et donc, j'ai posé la question, mais qu'est-ce que ces chiens-là font chez moi ici à la maison? Qu'est-ce que vous faites ici? Et j'ai constaté que nous sommes plongés dans une obscurité totale. Et donc, je ne voyais plus rien. Pris un peu de panique après, j'ai fait mention de 2 noms. Les noms que je fais souvent mention à chaque fois que j'ai un petit accident, quelque chose comme ça. Donc c'est le nom de mon père que j'ai mentionné et le nom de son cousin. Alors j'ai dit, donc vous me laissez, vous m'abandonnez dans une bataille comme ça. DMG, je t'assure qu'il y a eu une lumière extraordinaire. Paradoxalement, cette lumière-là m'a renforcé en termes d'énergie et m'a procuré un sentiment de bien-être que j'ai jamais connu. Et ces chiens-là, pris de panique, ils ont escaladé le mur du salon comme s'il s'agissait des chats. C'était étonnant. Les chiens montaient sur le mur comme des chats. J'ai jamais vu ça. Et j'ai eu l'impression que le plafond de la maison s'est ouvert. Et les chiens sautaient pour tomber dans la parcelle. Sortaient de la maison donc. Et le dernier chien, celui que j'avais vu dans la chambre, qui était le dernier à sortir, se retourne me regarde. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je l'ai vu avec le visage du monsieur de mon voisin. Donc le voisin qui est en face de chez moi. J'ai pas compris ça. Il m'a regardé d'une certaine façon. C'est comme s'il m'envoyait un message. Et ça s'est passé subtilement, j'ai pas compris. Qu'il m'a laissé un message. Juste dans son regard qu'on verra. Ce type de regard-là, c'était un regard qui m'annonçait quelque chose comme une information ou encore un défi, quelque chose comme ça. C'est comme s'il me disait, on verra avec toi.
Et quand il est, disons, comment est-ce que je peux dire ça, quand il est tombé de l'autre côté, le plafond a repris sa position normale. Et du coup, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai fait ma prière là. Le lendemain matin, très tôt, j'ai appelé un cousin à moi qui est prêtre. À chaque fois que j'ai un petit souci comme ça, je l'appelle souvent. J'ai appelé mon cousin, je lui ai expliqué ce que j'ai vu la nuit. Et il m'a dit, non, mais quand tu vois quelque chose comme ça, c'est très grave. Et donc, il faut que tu fasses quelque chose. Il me demande de faire la fumigation d'un certain nombre d'ingrédients, notamment les rois des herbes, le piment de Guinée, les grains du piment de Guinée, avec quelques écorces des arbres. Il m'a demandé de le faire pendant 9 jours. Et j'ai respecté cette prescription. Après les 9 jours, disons le 10 ou le 11e jour, mon voisin est tombé malade. Ses enfants l'ont emmené à l'hôpital. Je crois qu'il a fait plus de 2 semaines à l'hôpital. À sa sortie, il devient paralysé. Et jusqu'aujourd'hui, il est paralysé. Ce monsieur-là, quand il me voit, même si nous sommes dans une même ruelle, quand il me voit venir, il est obligé de rebrousser chemin. Et quelque temps après, comme il ne me saluait plus, je ne le saluais plus aussi. C'est comme si on s'était déjà compris. Une fois, son enfant me salue devant lui. Il dit à son enfant, ne salue pas ce sorcier. Au lieu qu'il s'arrête là, il est parti raconter dans le quartier que ce garçon-là, c'est un sorcier. Des histoires comme ça. Ne le voyez pas comme ça, c'est un véritable sorcier. La nouvelle s'est répandue. Quelques-unes des personnes m'ont rapporté l'information. J'ai banalisé cette information. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur, quand il me voit, il a tendance à fuir. Et puis, il peut pas me fixer. Il peut plus me fixer, disons. Donc, c'est l'histoire que je voulais vous expliquer. Comme pour dire que c'est pas évident. C'est toutes les personnes que nous pensons gentilles, elles ne sont pas évidemment toujours gentilles. Et donc, il y a parfois des lions qui revêtent la tunique des moutons ou des cabris, quelque chose comme ça, des agneaux. Et donc, ne vous fiez pas à la gentillesse des gens, parce qu'il y a des personnes très dangereuses. Et donc, c'était mon histoire. Merci beaucoup. Je reviendrai prochainement pour raconter d'autres histoires. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la 3e histoire. Coucou. Bonjour la famille, bonjour DMG. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais bien par la grâce de Dieu. Pour ce matin, pardon, je voulais faire un témoignage. Vraiment, il faut dire que quand j'étais enfant, mon père m'a envoyé au village, dans son village, où j'étais avec l'une de ses cousines. Et après la séparation avec ma mère, puisqu'il n'était pas encore marié, ne sachant quoi faire, il m'a envoyé au village. Et j'étais au village avec la cousine à mon père. Et quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, c'est là mon père est venu me chercher. Mais quand il venait me chercher,
il n'est pas venu seul. Il est venu avec ses 2 épouses. En ce moment, il avait 2 femmes. Il est venu avec ses 2 épouses et ma petite soeur. Donc, il faut dire que quand ils arrivaient au village, ils étaient 4. Et comme il avait les funérailles de son père, de sa mère à faire, tout ça là, les cérémonies. Bon, après toutes les cérémonies, tout, il a cherché à rentrer. Et il faut dire que quand il venait, c'est là, il y a l'une de ces femmes là, la petite sœur de l'une de ces femmes dit qu'elle veut venir aussi. Et il y avait le dernier, c'est-à-dire le dernier de la famille, son petit frère, qui était malade. Et il a décidé de le prendre avec lui pour venir, pour l'envoyer en Côte d'Ivoire pour le traiter. Et là encore, il y avait une de ses tantes qui devait venir rejoindre son mari dans une ville de la Côte d'Ivoire. Donc ça faisait peut-être 3 ou 4 personnes de plus. Donc le nombre qu'ils étaient en venant au village, le nombre a doublé. Donc du coup, le transport qu'il avait prévu pour effectuer le voyage vraiment n'allait pas suffire jusqu'à ce qu'ils arrivent, jusqu'à ce qu'on arrive dans notre ville, là où on vivait. Et donc, quand nous sommes arrivés à Mans, Mans c'est l'une des grandes villes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, en venant par la Guinée. Donc, quand nous sommes arrivés à Mans, nous sommes allés à la gare pour pouvoir emprunter le véhicule pour aller dans notre ville, là où mon père vivait avec ses femmes et ma petite soeur. Et donc, nous sommes partis à la gare, puisqu'on était un peu nombreux, plus de 8 à 9 personnes. Donc, pour faire le plein du véhicule, ce n'était pas difficile. Donc, déjà, nous avions déjà délivré les tickets du voyage, tout et tout. Mais mon papa, voyant l'argent qu'il a, ne peut pas payer tous les tickets pour le voyage. Il a décidé de partir dans leur direction, puisqu'il travaillait dans une entreprise du gouvernement. Dans le temps, l'entreprise faisait les routes, les ponts, en tout cas les voiries et tout. Donc, il est parti voir dans leur direction pour voir s'il peut emprunter de l'argent pour qu'arriver dans sa ville, là où il est en service, pour qu'on puisse défalquer de son salaire pour transférer dans l'autre direction. Donc, mon père dit que quand il est allé, il allait trouver le patron on dit le patron était en train de prendre sa douche. Bon, il a attendu, le patron a pris tout son temps. Le patron a pris tout son temps. Mon père dit qu'il a attendu. Bon, il ne peut pas le presser, hein. Le patron, c'est le patron et c'est lui, l'employé, qui a besoin du patron. Voilà. Et d'ailleurs, même s'il se fâche, s'il s'énerve, il se fâche pour dire qu'il va se retourner pour partir. Il a toujours besoin d'argent. Donc, il a oublié de se soumettre, de prendre son calme pour attendre. Donc, il a attendu. Pendant ce temps qu'il était là-bas en train d'attendre son patron, pour que son patron lui prête de l'argent, le véhicule était déjà plein à la gare. Et on attendait mon papa. Finalement, le chauffeur du véhicule me est fâché. Nos bagages même qu'ils avaient fait monter sur le véhicule, ils ont commencé à détacher, ils ont fait descendre. Pour dire non, que puisque nous, on n'est pas encore prêts, il faut qu'on cède la place à d'autres passagers, ils vont monter tout et tout. Bon, le ticket qu'on nous a donné, ils nous ont repris, ils ont donné aux nouveaux passagers. Et ces passagers-là sont montés, ils ont fait le plein du véhicule et ils sont partis. Donc, quand le véhicule a démarré, à peine le véhicule démarrait, c'est là mon père maintenant venait. Il rentrait maintenant dans la gare en courant. Je vous assure, il transpirait comme ça. Il dit, oh, attendez. Oh, le véhicule est déjà parti. Donc, ces femmes étaient fâchées au bout d'elle. Depuis que tu es parti, tu es là-bas. Et voilà maintenant, le véhicule qu'on devait prendre, le véhicule est parti. On va arriver la nuit. Là où on va arriver là-bas la nuit. Voilà. Elles ont bavardé. Mon papa dit, mais calmez-vous. Ah, moi, je suis allé, c'est moi qui ai besoin du patron. Je suis dans le besoin, je suis allé le voir pour que le patron me prête de l'argent pour que je puisse payer nos transports.
Ah, mais si je suis allé que le patron se lave, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je rentre derrière lui dans la douche ou bien de faire quoi? Le patron, c'est le patron prend son temps comme il peut. Donc moi, je ne peux pas le presser pour dire, fais vite, tu vas venir me donner l'argent, voilà, voilà. Donc calmez-vous, de toute façon, même si on arrive la nuit, on va rentrer chez nous. Hein? Il y a notre véhicule qui va venir, calmez-vous. Et quand mon père parlait comme ça, il y a notre véhicule qui s'est positionné. Et c'est sur ce véhicule-là, finalement, ils ont fait monter nos affaires, nos bagages, nos sacs, tout et tout. Et puis, on est monté, puisqu'on était en grand nombre déjà, on n'a pas mis beaucoup de difficultés pour que le véhicule soit prêt pour le démarrage, quoi, pour le décollage. Et donc, finalement, on a décollé, on est parti, on a pris la route. Je vous assure, quand on a pris la route, on n'a même pas roulé longtemps. Tout d'un coup, on voit des véhicules garés au bord qui faisaient des signes, qui nous faisaient signe à notre véhicule de s'arrêter, de s'arrêter. Et le véhicule s'est arrêté. C'est là le chauffeur a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, ah, qu'il y a une voiture qui est tombée dans le ravin avec les passagers. On dit, quoi? Et c'était le véhicule dans lequel nous, on devait monter. Celui qu'on devait monter, puis ils ont fait descendre nos bagages parce que notre papa était en retard. C'est ce véhicule qui est parti tomber dans le ravin. Donc, tous les véhicules qui venaient, on les faisait arrêter. On leur disait que les hommes descendent pour aider, à faire remonter les blessés, à faire remonter les corps. Je vous assure, mon papa est descendu. Nous les enfants, nous avons dû rester dans le véhicule. Nos mamans sont descendues, mais les enfants, on est restés dans le véhicule. Mais néanmoins, on faisait sortir la tête. Ouais, on faisait sortir la tête par les vitres là. On ouvrait, puis on regardait dehors. En tout cas, il y avait des blessés. En tout cas, vraiment, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts. Pourquoi je dis que c'est un témoignage, les amis, c'est un témoignage? Parce que, figurez-vous que c'est dans ce véhicule-là que toute notre famille devait monter. C'est dans ce véhicule-là que moi, ma petite soeur, mon père et ses femmes, on devait monter. Supposons que mon père n'avait pas pris du retard en attendant son patron qui devait lui remettre de l'argent, on allait monter dans ce véhicule, les amis. Aujourd'hui, peut-être même que je n'allais même pas être là pour raconter l'histoire. Et puis comme ça, c'est-à-dire que mon père, avec toute sa descendance, parce qu'en ce moment-là, il n'avait que 2 enfants, moi et ma petite soeur. C'est-à-dire que mon papa allait mourir avec toute sa descendance. Il n'allait même plus avoir, même pour dire, voilà l'enfant de tel. Donc vraiment, il faut dire que Dieu nous a épargné ce jour-là de cet accident. Donc souvent quand je suis là, j'écoute les histoires sur DMG. Je me dis, ah vraiment, dans la ville, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai qu'à ce moment où l'histoire se passait, j'étais petite, mais quand je m'assois, j'analyse, je regarde, j'écoute beaucoup d'histoires. Je me dis que, ah, peut-être, cet accident-là avait été déjà programmé depuis le village, de là où on venait. Mais ce jour-là, Dieu n'a pas accepté. Dieu n'a pas accepté du fait que l'argent que mon père avait, l'argent était fini, le transport était fini. Et il était en manque d'argent pour payer notre transport pour venir dans notre ville. Et du coup, il devait aller maintenant chercher de l'argent pour payer le transport pour qu'on puisse venir. Vous voyez? Mais le programme qui avait été fait depuis le village avait échoué comme ça. Hein? Ils avaient voulu que toute la descendance, mon papa reste dans l'accident. Et Dieu n'a pas accepté. Et Dieu nous a protégés. Et quand ils ont fini de remonter les corps, ils ont fini de remonter les blessés. Et il y a certains blessés ont été conduits dans la ville de Mans. En tout cas, quand les parents ont vu qu'il n'y avait plus rien à faire, donc quand ils ont fini de remonter les corps et les blessés, nous, notre véhicule a démarré, nous sommes rentrés dans notre ville, là où on vivait avec notre père. Vraiment, les amis, voilà le témoignage que je voulais faire. Et vraiment, je crois que la main de Dieu ce jour-là, la main de Dieu nous a protégés. Il nous a gardés et vraiment, il a veillé sur nous. Et c'était le témoignage qui était là, les amis. Ce n'est pas une histoire mystique, je le dis bien, c'est un témoignage. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG.
partager, liker, commenter. Voilà, DMG, je reviens aujourd'hui encore pour te raconter une nouvelle histoire. Bon, une histoire que j'ai vécue, que j'ai moi-même vécue. Voilà. Maintenant, voilà, c'était pendant ma grossesse. Voilà, c'était pendant la grossesse. Aujourd'hui, mon histoire, c'est pour sensibiliser surtout les femmes enceintes là. Surtout les femmes enceintes. Voilà, surtout les femmes. Voilà, que tu sois enceinte ou que tu aies des enfants ou que tu n'as pas encore d'enfants. En tout cas, ça, c'est un conseil que j'ai à partager à tous, à toutes. Voilà. En fait, quand j'étais enceinte, j'habitais chez ma belle-mère. Mais il se trouvait que ma belle-mère et mon beau-père, là, ils vivent pas ensemble. Voilà. Ils avaient divorcé. Et bon, elle s'était remariée, elle a eu d'autres enfants. Mais il se trouve que le papa de mon enfant, bon, et lui, il avait décidé d'aller vivre avec sa maman. Voilà. Il ne vivait pas avec son papa. Donc, quand je suis tombée enceinte, du coup, la famille a demandé que je rejoigne l'auteur de la grossesse. Donc, du coup, je suis allée chez elle. Voilà. D'abord, je précise que je suis au Burkina Faso. Voilà. Je suis une Burkinabé, je vis au Burkina. Maintenant, ce qui se passe, quand j'arrive d'abord et chez ma belle-mère avec la grossesse, franchement, c'est pas facile. Ça m'a pas été facile pour moi. Mais bon, j'ai essayé de faire avec. Il y avait les tensions, les petites disputes et tout. La dame se plaignait presque tout le temps. Mais bon, il faut faire avec. Quand tu n'es pas chez soi, tu es obligé de t'adapter. Voilà, et suivre le règlement de la maison et tout et tout. Donc, j'ai essayé de faire avec. Maintenant, bon, dans notre coutume en tout cas, normalement, quand je dois accoucher, même si je vis chez ma belle-mère, je dois accoucher en présence de la famille paternelle de mon mari. Voilà. Normalement, je dois accoucher en présence de la famille paternelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ma belle-mère est allée voir la sœur de son ex-mari. Elle est allée voir la sœur de son ex-mari pour lui dire que, bon, comme moi, je suis chez elle pendant la grossesse, là, quand je vais, le jour de l'accouchement, là, c'est la tante au papa de mon enfant qui devrait m'accompagner à l'hôpital. Bien sûr, elle serait là, mais bon, elle préfère que la tante soit présente avec moi dans la salle d'accouchement, là. Voilà, elle veut que la tante soit présente avec moi dans la salle d'accouchement, là-bas. Moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à ça, c'est la coutume. Donc, je me soumets à ça, je me soumets à la coutume. Ce qu'on me demande de faire, je fais ça. Je ne pose pas de questions. J'ai rien à dire. De toute façon, je n'ai pas mon mot à dire. Voilà, moi, je ne fais que faire ce qu'on me demande de faire. J'exécute en quelque sorte. Voilà, donc, comme ça, au fur et à mesure, j'étais à terme. Donc, un soir maintenant, voilà, la grossesse, voilà, les contractions ont commencé. Au fur et à mesure, ça a commencé à s'accentuer et tout. On m'a amené à l'hôpital, voilà, l'hôpital le plus proche de la maison. On est arrivé là-bas, on m'a dit que, voilà, c'était juste le début du travail. Voilà, le travail avait commencé. Maintenant, je suis seulement à un doigt pour l'instant. On m'a dit d'ailleurs que c'était préférable de rentrer à la maison, me coucher. Je précise, il faisait déjà 23h, minuit par là, voilà. On nous a demandé de rentrer à la maison et de revenir demain. Non. Quand on est arrivé, ça n'allait pas, franchement, ça n'allait pas. Les contractions commençaient encore. Franchement, je sais pas quoi. Ça s'aggravait, en fait. J'ai commencé à me tordre, à me coucher, tourner. Bon, des trucs quoi, les femmes enceintes, à terme. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ma belle-mère décide de m'amener à l'hôpital où je faisais les pesées pendant la grossesse là. Donc, la même nuit là, il était 2h par là. Quand on a pris la route, on est arrivé. Arrivé là-bas, on me fait rentrer en salle de consultation à la maternité là. Quand je rentre, et la sage-femme me prend là. Je dis que, franchement, je suis toujours à un doigt. Mais je fais nuit, c'est pas sûr que d'ici là, le col là va vite s'ouvrir.
Arrivé là-bas aussi, on nous dit que de retourner à la maison. De retourner à la maison. D'abord, on a demandé que si c'était ma première grossesse. J'ai dit oui. On dit, ah, franchement, ça sera compliqué vu l'état là. La façon dont moi je me tords déjà de douleur là. Ah, ça sera compliqué. Voilà. Si moi je reste là-bas, on risque seulement de m'emmener en salle d'opération. Voilà. On risque de m'opérer. Bon, la belle-mère dit que non, l'opération, c'est pas la solution. Du coup, on va rentrer à la maison, essayer de surmonter la douleur et attendre le matin pour repartir. Donc, on arrive à la maison, j'essaye de surpasser quoi, la douleur. J'essaye quand même de dormir un peu et de me lever le matin. À 5 h du matin encore, je me lève, ça va pas, 6 h, 7 h, 8 h. Ah, là maintenant, on vient me chercher pour me ramener à l'hôpital. En ce moment, on ne m'amène pas et du coup, on était parti vers 2 h du matin. On me ramène autre part encore. Quand on arrive là-bas, eux aussi disent que le cas là, c'est compliqué. C'est compliqué. Le col n'est pas encore ouvert. On est toujours à un doigt. On commence déjà à paniquer. Bon, on nous fait un papier pour nous transférer le CMA, non? Oui, à Ouagadougou, le CMA de ici. On nous a transféré là-bas. Donc, arrivé là-bas maintenant, on nous donne la place et tout. On me prend là-bas encore en consultation, on vérifie un doigt. Et moi, je suis là, je pleure seulement de douleur. Je pleure. Les contractions, ça fait super mal. On me dit de ne pas pleurer, mais je n'arrivais pas. La douleur, mon Dieu, je n'arrivais pas. Donc maintenant, on était là en salle d'attente, comme beaucoup d'autres femmes d'ailleurs. On était tous là ensemble dans la même salle là. En tout cas, ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de femmes enceintes qui étaient à terme, qui étaient venues pour l'accouchement. Voilà. On était là assises. Et ce que je remarque, c'est quoi? C'est que la famille, ma belle famille là, il y avait beaucoup de monde qui venait pour m'assister. Il y avait déjà la tante, celle qui devait m'accompagner en salle d'accouchement qui était là. Ma belle-mère qui était là. La petite sœur à ma belle-mère était là. Et comment dirais-je, la tante de ma belle-mère, elle aussi, elle était là. Mais en plus de ça, la famille de mon beau-père, eux aussi, il y avait du monde qui passait le temps à venir demander si ça va, s'il y a de l'amélioration, demander le docteur a dit quoi. Tout ça. Mais bon, moi, avec la douleur, j'étais dans mon coin, je ne cherchais pas à savoir qui est qui. En tout cas, chacun venait me saluer et tout. Avant que j'accouche même, à l'hôpital là-bas, malgré qu'on dit que non, il ne devait pas avoir beaucoup de monde dans la salle là. Malgré ça, moi je recevais seulement les gens. En fait, je ne sais même pas combien de personnes se trouvaient au lieu là, ce jour-là. Je ne sais même pas combien au total. Je venais avec la nourriture, tout ça pour moi. Bon, je n'arrivais pas à manger, donc j'ai rien goûté. Dieu merci, franchement. Moi, j'ai rien goûté. Maintenant, arrivé aux environs de 11 h, on rentre encore. La sage-femme me dit encore que, madame, franchement, c'est compliqué. Vous êtes toujours à un doigt. Je dis, aïe, depuis hier à 22 h, les contractions ont commencé. Et aujourd'hui, à 11 h, vous me dites que je suis toujours à un doigt. La dame dit que non, de patienter. Mais elle me dit qu'il faut prier, ma chérie, ça va aller, il faut prier. J'ai dit, ok. Mais avec la douleur, là, franchement, moi, j'ai oublié de faire la prière. Pourtant, moi, je suis quelqu'un de nature, moi, j'aime la prière, je prie. Je prie parce que tout le temps. Souvent même, je peux être là en train de faire la vaisselle, je suis calme. Mais je suis en train de prier, au fond de moi, je suis en train de faire la prière. Voilà. Mais ce jour-là, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai complètement oublié de faire la prière. Je me suis seulement concentrée sur les douleurs, des contractions là. Je me suis seulement concentrée sur ça. Voilà. Et j'ai oublié de prier mon Dieu ce jour-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? 13 h, même chose. On rentre encore. La dame me dit même chose encore. 14 h, même chose. On me dit que faut te coucher.
essaie de te reposer et tu arrêtes de t'agiter parce que là, tu vas perdre beaucoup d'énergie. Et arriver au moment de pousser maintenant pour que l'enfant sorte, ce sera difficile. J'ai dit, ok, j'essaie de me calmer, de digérer un peu la douleur là. Il était 16h, 17h, toujours rien. 18h, toujours rien. 19h, rien. À 20h, rien. Ah, arrivé à 20h, c'est là que j'ai commencé maintenant à pleurer, à verser les larmes. Tout le monde me dit que non, ne pleure pas, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. En même temps, la sage-femme sort et me dit que elle demande à mes accompagnants là. Et ils sont au nombre de combien? Voilà, on était là assis. Minimum, je pense, minimum 20 personnes. Minimum 20 personnes qui vont accompagner une seule personne pour aller accoucher. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais vu que je n'ai pas mon mot à dire, je me suis tue ce jour-là. Je me suis tue. Tout ce qui me préoccupait là, c'est juste d'accoucher, voilà, prendre mon bébé dans mes bras et puis c'est tout. C'est tout ce qui m'intéressait. Voilà. Mais je n'avais pas d'arrière-pensée. Je me suis pas demandé, je me demandais pas au fond de moi, est-ce que le fait d'être entouré par beaucoup de monde comme ça là, est-ce que ces gens-là ne sont pas responsables des complications que je suis en train d'endurer là? Non, c'est pas venu dans ma tête. La sage-femme me demande maintenant à ce qu'il libère la salle. Voilà. Elle demande à ce que seulement 2 personnes restent. Ma belle-mère et celle qui doit m'accompagner en salle d'accouchement là. Seulement les 2 là restent avec moi. Les autres là, la dame les a mis dehors. Et j'étais contente parce que j'en avais marre de voir leur tête. Bon, on est là, on attend. Je suis là, ça chauffe toujours, mais rien. On rentre en consultation, on me dit tes doigts. Et depuis hier là, jusqu'à aujourd'hui, 20h30 là, on me dit que je suis à 2 doigts. J'ai commencé à crier maintenant dans l'hôpital là-bas. Fallait me voir pleurer. Et maman, papa, je vais mourir. Ma belle-mère me dit que non, faut arrêter, faut pas dire ça. C'est pas bon. J'ai dit non, je vais mourir maintenant là. J'ai dit je ne peux plus, je n'en peux plus. C'est quel enfant? C'est quelle grossesse? Tu viens pour accoucher, tu es là, tu traînes. Ceux qui viennent même avant, ceux qui viennent après toi-même là, ils viennent, ils accouchent, ils partent avec leurs enfants. Et moi, je suis là, j'attends. L'enfant ne sort pas. J'attends, l'enfant ne sort pas. C'est la douleur seulement qui veut partir avec moi. Elle me dit que de me calmer. J'ai dit non, laissez-moi. J'ai commencé à pleurer, me lever, sortir au grand dehors là, en train de tourner dans l'hôpital là, en train de marcher, pleurer dans l'hôpital là-bas. Eh mon Dieu, la scène que j'ai faite là, c'est pas bon. Après, je me suis dit, à l'allure où vont les choses là, il faut que je prie. Il faut que je remette ça dans les mains du Seigneur. C'est là maintenant, j'ai trouvé un petit pilier là, je me suis assise là-bas. J'ai commencé à pleurer, invoquer Dieu, invoquer Jésus. J'ai dit vraiment, mon Dieu, excuse-moi. Parce que depuis le matin là, je me suis seulement préoccupée de la venue de l'enfant. Je n'ai même pas pensé à te dire merci. À te dire merci pour la vie que tu m'offres. Franchement, je n'ai même pas pensé à tout ça. Je n'ai pas pensé à t'invoquer à l'instant présent. Là, je n'ai pas pensé à t'invoquer dans ma vie, ni dans la vie de ce bébé qui est prêt à venir au monde. Mais je te demande pardon. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Dieu. Je te demande d'être présent à l'instant T, parce que ce que je suis en train d'endurer là, je ne peux que remettre cela entre tes mains. Je dis, Seigneur, je mets mon accouchement entre tes mains. Je mets la vie de mon enfant entre tes mains, Seigneur. Je remets mon cœur, mon âme tout entier entre tes mains, Seigneur. Je dis, protège mon enfant. Protège-moi. Protège-moi de toutes tes forces. Je dis, mets-nous à l'abri de tout danger, Seigneur. Je combats contre toute présence maléfique dans cette pièce. Je dis, je combats contre toute présence maléfique dans ma vie, Seigneur. Je te demande de combattre contre ces forces obscures, de combattre contre cette chose qui m'empêche de porter mon enfant dans mes bras, Seigneur. Je dis, je combats contre les douleurs de l'accouchement. Quand je dis ça net là, les contractions là ont commencé comme ça, à se suivre. C'est là que je me suis levée. Je suis rentrée encore les rejoindre dans la salle là-bas. L'infirmière là m'a dit de venir. Elle va vérifier le col là. Si ce n'est pas ouvert, on va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison, patienter. Elle dit ok. Quand elle m'a dit de venir, quand je me suis levée net, j'ai dit excuse-moi EDM. J'ai dit franchement, mon ventre fait mal. J'ai dit je vais aller au WC d'abord avant de venir. Elle m'a dit que non, faut pas aller au WC, viens directement.
J'ai dit non, j'ai dit je vais aller au WC. Il m'a dit que non, c'est pas le WC, tu dois aller. J'ai dit que viens avec moi. Ah, je me suis débrouillée avec la dame qui devait m'accompagner, la tante de mon mari. On est rentré en salle d'accouchement. Quand on est rentré en même temps, elle m'a dit que de me coucher. Elle a vu que, elle m'a consulté, elle a vu que le col était ouvert. Voilà, le bébé était déjà prêt à venir. Ah, je suis montée sur le truc là, le lit là, facilement comme ça. Elle m'a mis la perfusion. Elle m'a mis la perfusion en même temps. Quand elle a mis placé la perfusion, net, elle partait chercher quelques petits trucs là dont elle avait besoin pour s'en servir là. Et bon, quand elle est sortie, moi j'ai commencé à pousser. J'ai commencé à pousser de moi-même, c'est venu comme ça. J'ai commencé à pousser, à prier, à pousser, à invoquer Dieu, Ah, quand elle est venue en même temps, le bébé sortait déjà. Facilement comme ça. Le bébé est sorti, ça allait bien. Bon, quand elle est sortie, en tout cas, elle ne pleurait pas. Elle ne pleurait pas. Tout ce que je voyais, en tout cas, c'est qu'on était en train de la tapoter pour qu'elle se lève, pour qu'elle crie, pour qu'elle pleure un peu, quoi. C'était ça. Ah, Dieu merci. Au final, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé au final. J'ai mis au monde une jolie petite fille. J'ai pris mon enfant dans les bras. Après, on m'a amené en salle. Et pour les nouvelles mamans là, voilà. On m'a amené là-bas avec le bébé. On a passé une journée là-bas à l'hôpital. On a fait seulement 24 heures, quoi. L'hôpital là-bas, et puis ensuite on nous a libérés. Je suis retournée en belle famille là-bas. Voilà. Donc, voici un peu mon histoire. Ce qui fait que je monte là pour vous raconter là, cette histoire-là, c'est qu'entre-temps, mon enfant était malade. Je suis allée voir un pasteur pour une petite séance de prière. C'est là maintenant le monsieur me dit que, franchement, madame, ce bébé-là, elle est très chanceuse. Elle a la chance. Parce que dès sa conception même, il y avait les attaques mystiques, les attaques de tous les parts. Déjà du côté de votre famille et ensuite du côté de la belle famille, ça n'allait pas. Les attaques tout le temps. Mais elle a survécu. Mais tout ça grâce à Dieu. Parce que vous l'avez confié au Seigneur. Le jour de son accouchement là, les sorciers, ils avaient décidé d'en finir avec vous, mais d'en finir aussi avec l'enfant. Mais le problème en fait vient de vos accompagnants à l'hôpital là-bas là. Il dit qu'il y a une dame là-bas. Il y a une dame là-bas qui était assise sur mon ventre. Mystiquement, elle était assise sur mon ventre. Et elle avait juré que je n'allais pas mettre au monde. J'allais mourir avec mon enfant. Voilà, elle avait juré que j'allais mourir avec mon enfant. Mais Dieu merci, gloire à Dieu. Voilà, ça s'est bien passé et tout. Donc, mon enfant est vivante. Elle se porte très bien. Franchement, moi, je ne peux que dire merci à Dieu pour ça. Je peux que dire merci à Dieu. Parce que moi, je suis trop jeune. Les histoires mystiques et autres, là, c'est quelque chose que je ne croyais pas. Je ne croyais pas jusqu'à maintenant. Mais je suivais DMG TV depuis très longtemps. Je suivais DMG TV depuis très longtemps. Voilà. Et je dis vraiment merci au Seigneur. Et j'en profite pour conseiller nos futures mamans là. Nos futures mamans, les jeunes filles, tous celles qui n'ont pas encore d'enfants et tout, j'en profite vraiment. J'en profite vraiment pour passer un message. Vous voyez, quand vous êtes enceinte, déjà, évitez de vous montrer partout. Évitez de vous faire voir partout. Voilà. Ensuite, quand le moment vient d'aller mettre au monde votre enfant, il faut bien choisir la personne qui doit vous accompagner en salle d'accouchement. Si possible même, allez-y seul. Si c'est possible, vous partez seul, vous accouchez, sans problème. Voilà. Mais avant de monter sur le lit de l'accouchement, le lit là, l'accouchement là, franchement, il faut tout remettre entre les mains du Seigneur. Remettez tout entre les mains de Dieu. Et vous verrez que voilà, tout va très bien se passer. Voilà, tout se passera très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à te raconter. Voilà, voici mon histoire DMG. J'espère vraiment qu'elle sera partagée. Et j'espère qu'elle va servir de leçon à beaucoup de filles comme moi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Partagez, commentez, likez.
À plus TNG pour une autre histoire. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Oui, je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, il y a des jumeaux comme auparavant. Je suis né en 1979 et l'histoire se passe jusqu'en 1988. Voilà. Je suis un jumeau et ma jumelle et moi, on se baladait beaucoup dans des ventres de femmes. Donc, à chaque fois qu'on nous accouchait, on sautait et après, quelques mois après, on décédait. On simulait des maladies. Jusqu'au jour où, quand je suis entré dans le ventre de ma mère, ma jumelle m'a convaincu que ce sont des pauvres. Il faut qu'on s'en aille. C'est comme ça qu'on se baladait. Alors, j'ai refusé. Elle m'a convaincu. Elle est restée encore quelques mois de plus parce qu'on ne faisait pas plus de 5 mois. Elle est restée jusqu'à 8 mois et elle décède. Elle me laisse. Elle me dit qu'elle retourne comme moi. Et de passage, elle était plus puissante que moi. Quand elle décède, c'est là où commence mon calvaire. Parce qu'on avait des yeux pour voir. Alors, dans le quartier là où j'étais, c'est à Douala, Bonadibon. En cette époque, je dis bien entre 1979 et 1988. Alors, je livrais des combats avec un monsieur qui est décédé, mais je livrais des combats avec lui. Il avait un immeuble de 4 niveaux. Je vous parle de 1979 et vous imaginez au jour d'aujourd'hui, c'était un hyper riche. Et nous, on était pauvres, quoi. Il avait une maison et avait les indépendances de 4 niveaux. Tout au sol, c'était des indépendances, des 4 chambres, salon, cuisine, douche, 3 chambres, salon, cuisine, douche, tout ce que vous imaginez. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une location dans cette zone-là qui peut amener, au jour d'aujourd'hui, 7 millions le mois. Alors, le monsieur était à la Croix-Rouge. À l'époque, il n'y avait pas la franc-maçonnerie, je pense. C'était la Croix-Rouge. Alors, tout le temps, il venait m'attaquer parce que je voyais ses forfaits. J'avais des yeux pour voir. Chaque attaque me valait une maladie. Après, malgré ma victoire, je tombais malade. C'était comme des jeux vidéo, si vous connaissez des boules de neige, comme des ballons, des boules de neige, mais au bout des ballons, là, il y avait des piquants. Donc, c'était tout forme en neige, tout blanc qui visait. Moi, je n'avais pas le droit de viser. J'esquivais, mais dès qu'une boule me touche, je devais décéder. Donc, pendant les 8 ans, j'ai combattu avec lui ainsi. Et je sortais toujours victorieux, mais je tombais malade. À chaque fois, il partait prendre une autre puissance plus forte dans sa Croix-Rouge pour venir me battre. Il avait son maître qui lui donnait des choses à chaque fois pour me tuer parce qu'il expliquait le problème là-bas. On lui donnait quelque chose de plus de venir me combattre. Et à chaque fois, il échouait. Alors, j'avais le même âge que... Il avait 11 enfants. J'avais le même âge que, je pense, le 8e enfant. Et le tout dernier était, comme on dit, il n'avait pas de sens. Et les crachats sortaient. Là, il avait accouché plus tard, pas pendant notre combat. Donc, mon égal là, nous, on n'avait pas fait à cette époque l'école maternelle. On nous mettait directement en cile. Et tout le temps, comme nous, on mangeait du poisson, le maquereau, moi, je partais chez lui manger du poulet, lui préparait du poulet. Et lorsque j'arrivais chez lui pour manger, parce que j'étais ami à son fils, lorsque j'arrive, tout le monde est à table, c'est 11 enfants, sa femme et lui, nous sommes à table. Là, il ne peut rien faire. Je suis là, il ne peut rien faire.
tout en sachant que lui et moi, ça ne va pas, hein, mais dans le monde naturel, tu ne peux pas imaginer qu'on combat. Voilà, c'était dans le monde obscur, mystique. Alors quand j'arrive, il avait 2 entrées. Une façade, son balcon donnait chez nous. Donc mes parents étant chez nous, pouvaient me voir, parce qu'il habitait au 2e, pouvaient me voir au balcon. Alors quand je suis à table, j'entrais par l'autre porte de derrière pour que mes parents ne me voient pas, parce qu'on faisait le plein temps. Et puis il y avait une pause entre, je crois, 12 et 14 heures. À l'époque, hein, il y avait une pause entre 12 et 14 heures. Chacun rentrait chez lui pour repartir à 14 heures. C'était ainsi. Il y avait une chanson qui passait à la CATV qui te rappelait 14 heures, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, à chaque fois que je rentrais, moi, je n'arrivais pas à la maison. Je partais manger, moi, mon poulet chez lui, parce qu'il préparait très bien. C'était le poulet. Nous, on mangeait le poulet le jour de Noël. Voilà. Donc, dès que j'arrive, dès qu'on a mangé, tout le monde va dormir. Son fils sort au balcon, on est en train de jouer. Dès que moi, j'ai peut-être 5 ans, 6 ans, hein. Dès que moi, je vais sortir au balcon, le mur, la même porte que son fils a pris, moi, c'est le mur qui se place devant moi. Je ne peux pas passer là. La porte, moi, je vois le mur. Donc, il faisait des petites attaques. C'était pour me priver, pour que mes parents soient au courant que je viens chez lui. Et moi, j'étais un tout gamin. Bon, ces attaques, je tombais fréquemment malade, c'est-à-dire au moins 11 fois l'année, minimum 11 à 17 fois l'année. Je vous épargne les détails. À chaque attaque, me valait maladie malgré la victoire. Alors, jusqu'au jour où on lui a donné la plus grande puissance. Je me rappelle comme si c'était encore hier. J'étais en train de dormir dans la chambre de mes parents. Et ils mettaient le lit au milieu. Le genre, il y a un petit espace qui donne avec le derrière quand tu as de la chambre, le fond, quoi. Du coup, moi, je suis vraiment endormi. Mes parents étaient en train de jouer, en tout cas mon père, puisque ma mère, elle faisait le marché au marché central de Douala. Mon père jouait au ludo avec ses amis dehors. Un après-midi, moi, je suis en train de dormir. Je ressens sa présence. Malgré mon sommeil, je ressens sa présence. Je vois comment il est en train d'entrer à partir de la porte. Parce qu'on avait une véranda. À partir de la véranda, il entre, la porte, il entre. Moi, je le ressens. Mais malgré, je suis dans le sommeil. On lui avait donné une puissance, un bâton à la Croix-Rouge de venir me frapper et c'était mon décès. Donc j'ai stimulé, malgré que je dormais, j'ai stimulé le sommeil. Dès qu'il est venu, m'a vu dormir, il a soulevé le bâton. Dès qu'il a frappé, j'ai roulé en même temps pour tomber de l'autre côté du lit tout en criant. C'est comme ça que mes parents, c'est-à-dire mon père et ses amis, ont accouru. Ils étaient tous au courant de l'histoire, que je voyais des choses dans l'absolu. Ils savaient parce que je parlais tout le temps, je parlais. Donc dès qu'ils viennent là, ils sont en train de venir. Le monsieur est habillé en blanc. Quand il sort, il entre dans mon père. Moi, je vois, je dis, le voilà. J'arrête son habit. Parce qu'il avait déjà échoué son coup. Il ne pouvait plus frapper pour la 2e fois. Quand je l'arrête, j'arrête. Les gens ne comprennent pas ce que je suis en train d'arrêter. Or, moi, j'arrête quelqu'un que moi, je vois, mais eux, ils ne voient pas. Ils disent, mais c'est quoi? Je dis, le voilà qui est entré dans toi. Le voilà, il t'a traversé, il sort. Personne ne me... Donc, ils savent, mais ils ne comprennent pas, comme si je délirais. Je poursuis, j'arrête juste à ce que quand il touche le sol pour continuer, je ne le poursuis plus. Et ce monsieur était marié à une de nos voisines qui était une grande maman à l'époque. C'est-à-dire si le monsieur en 1900, c'est-à-dire je vais prendre l'exemple 1983, s'il avait peut-être 40 ans, cette grande-mère avait au moins plus de 70 ans à cette époque. Pour dire, ils étaient mariés dans l'obscurité. Mais le monsieur avait la femme à la maison avec qui il a fait ses enfants, ses 11 enfants. Donc, à chaque fois, il venait avec la dame même, la grand-mère m'attaquait. Elle était vraiment, notre maison et sa maison étaient collées. Mais elle était vraiment
très petite. Elle ne pouvait rien me faire. Elle était petite. Et je voyais beaucoup de choses comme des boas, n'importe quoi. Et je guérissais même des gens. Je guérissais des gens. Donc, déjà, il y avait des faux jumeaux, c'est-à-dire deux cas qui se ressemblent, qui faisaient du mal au quartier. C'est-à-dire, te dit ton cou va partir comme ça et ça part et ça cale penché. Moi, je venais, je remettais ça normal et je leur demandais de ne plus faire. Je leur demandais de ne plus faire du mal aux gens. Donc, pour finir, le monsieur, il avait une 4x4. À chaque fois que mes amis et moi on jouait peut-être au cache-cache, sa 4x4, il y avait une forme de bâche à l'époque et le derrière était semi-couvert. Le genre que tu viens, tu escalades, tu entres dans la voiture. La malle arrière, tu entres dans la malle arrière de la 4x4. Les 4x4 étaient de couleur bleue, blanche. On connaît un peu des couleurs. Mais c'était avec des bâches comme ça. Oui, le derrière semi-ouvert. Donc, le derrière est couvert à moitié. Les gens peuvent s'introduire, soulever la bâche, s'introduire. Alors, les amis jouent au cache-cache comme ça, on se cachait et tout ça. Quand les amis vont, malgré qu'il a lavé la voiture à la laverie, les amis viennent faire des caches qui se cachent. Moi, je leur demandais de sortir parce que moi, je voyais du sang, les têtes coupées. Moi, je vois les têtes coupées, comment mes amis montent sur du sang. Ils se cachent derrière les têtes. Je vois les têtes, le sang qui est vraiment au niveau de la pick-up. Je dis descendez. Et du coup, ça, c'est une maladie assurée. Quand je rentre, c'est un palud. Vous voyez du genre. Donc, il y a le palud sur moi et je suis malade au moins pendant une journée. Jusqu'au jour où mes parents ont rencontré quelqu'un qui sortait de un Bamoun. Il sortait vraiment du village des Bamoun. Il a rencontré mon père, il a causé avec mon père, il a dit que tu es un enfant vraiment qui est très fort. Il est très fort et je pense qu'il ne va pas arriver à l'âge de 15 ans. Mes parents ont dit, ah bon? Il dit que non, il faut que je travaille sur lui. Je suis quitté vraiment du village pour venir à ta rencontre de cet enfant. Il faut que ces yeux-là, ces deux autres yeux qu'il a derrière, on enlève ça. Sinon, 15 ans ne va pas le trouver parce qu'il voit des choses vraiment très formidables et très puissantes et les gens risquent de le tuer. C'est comme ça. Mon père amène le monsieur travaille, il convainc mon père que les 2 yeux qu'il a pris, il va remettre ça lorsque j'aurai 20 ou 25 ans. Il viendra me les remettre et là je serai encore un peu plus je vais dire quoi, un peu plus doit savoir comment utiliser ma puissance et tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monsieur n'a jamais remis. Donc, pour dire, quand nous, on avait déménagé en 1988 pour aller dans la zone Bassa à Bédi, voilà que quand je rentre, j'avais une cousine qui vendait, c'est-à-dire des gâteaux. J'avais appris qu'elle était montée servir le monsieur chez lui. Elle n'est plus jamais revenue à la maison, elle a disparu. Mais cette cousine habitait pas tout près de nous, peut-être dans les 800 mètres. On était presque dans les mêmes quartiers. Donc, voilà comment, après ça, le quartier est sorti, bavardé n'importe comment et tout ça. La fille n'est plus jamais revenue. Après quelques temps, le monsieur est décédé. Au jour d'aujourd'hui, ces enfants, parmi les 11 enfants, celui que je connais touchait au moins 275 000 dans les années après 2000. Après 2010, 275 000 dans les loyers de leurs parents, mais bien après, ils ont vendu. Donc, voilà comment avant, il y avait des gens de la Croix-Rouge très puissants comme ça, qui vendaient des gens et qui se faisaient de l'argent. Donc, c'est ma part d'histoire que je venais raconter en ce jour. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez recevoir ce message.
J'aimerais raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous allez trouver cette histoire comme mystique ou pas, mais ça a beaucoup plus comme une leçon de morale, si je peux dire. Bon, en 2021, j'ai rencontré un homme. Je suis camerounaise, j'ai rencontré un homme aussi qui était camerounais et je vis aux États-Unis. Bon, on s'est rencontrés et je peux dire que la façon dont il m'a trouvé sur les réseaux sociaux, c'était un peu bizarre parce que en ce temps-là, je n'étais pas très active sur Instagram. J'avais à peine 200 abonnés et il m'a écrit sur mon numéro personnel en me disant que voilà, j'étais trouvé sur Instagram, je te trouve très belle et tout. Bon, en ce temps-là, je savais même pas que mes informations personnelles se trouvaient sur Instagram. Bon, quand il m'a dit ça, c'est là que je suis partie effacer mes informations. Bon, quand on était en train de parler, il pressait vraiment pour me rencontrer. Genre, à peine 3 jours, on a commencé à parler, il commençait à me dire que voilà, je vais te rencontrer, je vais te rencontrer. Bon, le week-end, donc, mon jour, voilà, j'ai pris mon jour off quand je travaillais pas. Il vient donc me chercher parce qu'on vivait à 1 heure l'un de l'autre. Et quand il vient me chercher, je remarque que vraiment c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est à l'aise, on va dire à l'aise financièrement parce que le type de voiture qu'il conduisait, voilà, ça m'a un peu... J'étais pas choquée, mais j'étais surprise parce que tu vois quelqu'un qui conduit une Range Rover 2022 en 2021. Bon, je me suis dit que, ah bon, c'est joli, c'est bien. Mais quand j'entre dans la voiture, pendant qu'on est en train de conduire pour aller dans sa ville, je me sens bizarre, je me sens, je sais pas, comme si quelque chose est en train de tirer mon énergie, si je peux dire ça comme ça. Je me sentais vraiment bizarre dans la voiture. Mais bon, ça a attiré mon attention, mais pas au niveau où ça m'a alerté. Bon, quand on arrive dans sa ville, on part dans un restaurant un peu chic, il commande à manger, et pendant qu'on mange, il me regarde bizarrement. Bon, il y a des hommes, quand ils regardent des femmes, ils regardent les femmes avec un regard admirateur. Mais je peux dire que son regard était vraiment bizarre. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était comme un regard de quelqu'un qui voulait manger quelque chose. Voilà. Voilà la meilleure façon dont je peux expliquer ça. C'était vraiment bizarre. C'était arrivé à un niveau où je lui demande, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il me dit que non, je t'admire juste et tout. Voilà. Bon, bref, on finit là-bas. Il était dans les 19 heures par là. Et il voulait me ramener chez moi, mais il a commencé à pleuvoir. Mais franchement, il a commencé à vraiment pleuvoir. Et il me dit que bon, moi, je peux bien te ramener chez toi, mais je n'aime pas conduire dans la pluie. Bon, est-ce que c'est possible que tu viennes passer du temps chez moi en attendant que la pluie cesse? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on arrive chez lui. Je vois que c'est quelqu'un de... Voilà, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui est à l'aise financièrement. Et quand on arrive dans chez lui, je commence à lui poser des questions, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que je veux vraiment savoir ce qu'il fait. Bon, il m'explique ce qu'il fait et ça a du sens. Je me dis que oui, quelqu'un qui fait quelque chose comme ça, là, c'est normal qu'il va avoir de l'argent. Bon, il n'est pas comme les gens typiques qui vivent aux États-Unis, qui vivent de, comme on appelle ça ici, de paycheck à paycheck. Voilà, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup d'argent et tout. Bon, ce qui me fait bizarre, c'est au moment où il commence à me demander aussi ce que je fais. Bon, en ce temps-là, je travaille dans un warehouse. Tout le monde qui est venu aux États-Unis est passé par le baptême de warehouse. Donc, je travaille dans le warehouse et il me dit que voilà, non, est-ce que tu vas à l'école? Je dis non, je ne vais pas à l'école pour l'instant parce que je n'ai pas, j'ai pas l'argent pour payer mon école et tout. Il me dit qu'ok, non, il faut que je te paye l'école, je vais te remettre à l'école. Il faut que tu partes à l'école, même si c'est fait dans quelque chose. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Je ne sais pas si tu veux faire dans le business ou dans quoi. Mais en tout cas, n'importe quoi que tu veux faire dedans là, je vais te trouver quelque chose parce que j'ai les connexions. J'ai dit ok. Après, il me demande que est-ce que tu as une voiture? J'ai dit oui. En ce temps-là, j'avais une petite Honda de 2001. C'était ma toute première voiture. Il me dit non, ma copine ne peut pas conduire une Honda, ça ne te ressemble pas. Voilà, moi je dois te chercher une bonne voiture. En tout cas, je vais prendre mes dispositions pour te prendre une bonne voiture. J'ai dit ok. Bon, on a continué à parler, et puis après un moment, il commence à faire comme s'il veut
bon, je ne vais pas dire ça dans le mot normal, je vais juste dire Mougou. Je pense que la plupart de la communauté africaine de l'Afrique de l'Ouest connaît le mot Mougou. Bon, il veut faire comme s'il veut Mougou avec moi, au fait. Et puis je lui dis non, je Mougou pas avec les gens au premier rendez-vous. Vraiment, ça me prend du temps pour connaître quelqu'un avant de Mougou avec la personne. Moi, je ne peux pas te connaître, ça ne fait même pas une semaine et puis je Mougou avec toi. Donc, quand je lui dis ça, son comportement change, son visage change. Et bon, je sens que son comportement a changé, au fait. Bon, dès que je refuse de Mougou avec lui, quelques minutes plus tard, la pluie n'avait pas vraiment cessé, mais il m'a dit qu'on peut déjà partir. Et j'ai dit ok, bon, quand on arrive dans le garage, mais il commence à m'expliquer que voilà, lui, il a même les Lamborghini et tout, et que prochainement, peut-être, il va venir me chercher avec la Lamborghini, blablabla. Bon, bref. On conduit donc, on arrive chez moi, il me dépose, et le lendemain, on continue à parler. Il me dit même que voilà, moi, je vais aller à Miami dans quelques mois, est-ce que tu veux m'accompagner et tout. J'ai dit oui, bien sûr, j'aimerais bien t'accompagner. Il me dit ok, je vais prendre les dispositions pour prendre ton billet, blablabla et tout. On va aller faire un peu de shopping avant d'aller à Miami et tout ça. J'ai dit ok, bon. Quand j'explique ça à ma camarade, elle me dit que ah, mon frère, c'est un peu bizarre, hein. C'est bizarre que ça fait même pas une semaine que tu connais quelqu'un et la personne commence déjà à te dire qu'il va t'acheter la voiture, il va t'acheter et il va te mettre à l'école, que même si tu visites sa ville et que tu n'as pas où dormir, même si tu es avec des copines, tu peux venir dormir dans son appartement tant que tu gardes ça propre, c'est pas un problème. Like, c'est vraiment bizarre. Et bon, pour moi, je trouvais ça bizarre, mais d'un côté, j'étais contente, d'un côté, j'étais un peu comme méfiante. Parce que je disais que bon, c'est un peu bizarre. Quelqu'un qui me connaît pas, il me dit carrément que voilà, tu peux venir rester dans mon appartement, même si tu es avec des amis, tant que tu gardes ça au propre, ça me dérange pas. Je disais que mais je vais venir rester dans ton appartement, que toi tu es où au fait. Après, il me dit que non, moi je suis pas ici tout le temps, je suis constamment entre Paris, Berlin, et ici, bon, je suis seulement ici pour le travail. Dans un mois, je peux passer peut-être une semaine ici. Je paye le loyer seulement voilà. La plupart du temps, je suis même pas là. J'ai dit, ok, ça a du sens, mais bon, c'est quand même un peu bizarre. Bon, quand il me dépose à la maison, on continue à parler par là et 2 jours plus tard, il me bloque. Quand il me bloque, tous ses réseaux sociaux disparaissent. Déjà, ce n'est pas que il m'a seulement bloqué au fait. Bon, j'ai pris le numéro d'autres, bon, pas le numéro, le compte Instagram et les comptes Facebook de mes autres amis. Et j'ai vérifié son compte et j'ai vu que ça avait disparu. Il a carrément effacé tous ses comptes. Il m'a bloqué. Et j'ai essayé de le recontacter à travers le numéro d'une autre amie. Et il m'a fait clairement savoir qu'il ne voulait plus que je lui parle. Bon, j'ai trouvé ça bizarre. Et bon, je suis assez tranquille dans mon compte. Je me suis dit, ok, bon, c'est pas un problème. Et 1 an plus tard, il me débloque. Il m'écrit sur WhatsApp. Il me dit c'est comment. Je dis ça va. Après, il me dit que bon, ça fait un bail, je t'ai pas vu. Est-ce que tu peux m'envoyer tes photos? J'ai dit, est-ce que tu vas d'abord m'expliquer pourquoi tu m'as bloqué? Parce que tu m'as bloqué de nulle part et tu m'as pas donné une explication. Après, il me renvoie un message et il me dit, tu vas m'envoyer tes photos, oui ou non? Je dis non. Après, il dit, ok, il me bloque encore. Bon, j'explique ça encore à ma copine depuis, elle me dit que ma chérie, on dirait qu'il venait pour chercher quelque chose. Soit il cherchait quelque chose spirituellement parlant, soit, je sais pas, mais c'est vraiment bizarre que tu rencontres quelqu'un comme ça. Et quand tu refuses de Mougou avec lui, il se fâche. Et 2 jours après, il te bloque. Et 1 an après, il t'écrit encore. Et il te demande tes photos. Et quand tu refuses, il te bloque encore. C'est vraiment très, très, très bizarre. C'est comme s'il venait chercher quelque chose, mais il n'a pas pu avoir ça. Et puis, elle me dit, Dieu merci, vraiment, tu n'as pas Mougou avec lui ce jour-là parce que on ne sait pas ce qui aurait arrivé au fait, ce qui aurait pu t'arriver si tu avais Mougou avec cette personne-là. Déjà qu'il était bizarre. Et à chaque fois que j'étais avec lui, je me sentais bizarre. Je me sentais comme si on était en train de tirer mon énergie. Je me sentais vraiment fatiguée. Et je me disais que peut-être c'est parce que j'étais fatiguée. Mais quand je suis rentrée à la maison, je me suis sentie normale. Mais quand j'étais avec lui, c'est comme s'il y avait quelque chose vraiment qui tirait mon énergie. Bon. Côté mystique de cette histoire, je pense pas que tout le monde va voir ce côté-là. Mais je pense qu'il y a vraiment une leçon à tirer de ça, que quand vous rencontrez un homme qui a de l'argent, ou bien qui dit qu'il va vous mettre financièrement parler, il va vous mettre à l'aise. Vraiment, faites vos recherches sur cette personne-là. C'est pas pourtant que vous allez commencer à
Mougou cette personne, ou vous allez commencer à avoir des rapports sexuels avec cette personne. Vraiment, prenez votre temps pour bien connaître cette personne parce que c'est pas tout le monde qui est simple, au fait. C'est pas normal que quelqu'un va te rencontrer même pas une semaine et il va commencer à te proposer des choses pareilles. Surtout dans ce pays-ci. Parce qu'en Afrique, bon, je suis pas en train de dire qu'en Afrique, c'est pas le cas, mais aux États-Unis, voir quelqu'un qui est bien assis financièrement, comme ça, commencer seulement à gâter quelqu'un, si ce n'est pas une star, si c'est seulement quelqu'un privé comme ça, là, surtout que c'est un Camerounais, vraiment, j'ai trouvé ça bizarre, mais bon, Dieu seul sait de quoi il m'a préservé. Bon, c'était ça mon histoire. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si toi, tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.